vous a plu? Oui. Non, parce qu'on se renseigne toujours. Parce qu'on n'était pas sûr de notre coup. Donc, est-ce que tu te souviens du premier film Lumière que tu as vu et quand? Ah oui, je m'en souviens, parce que les films Lumière, on peut toujours dire qu'on les connaît, qu'on les connaissait. D'ailleurs, si avant la projection, je vous avais dit qu'est-ce que vous connaissez, vous auriez dit, bah on connaît, évidemment, on connaît La Rose Arrosée, le train, la gare à Ciotat, sortie d'usine, et le goûter de bébé peut-être, et voilà. Or, comme vous avez vu, il y en a beaucoup. Et moi, je pense que j'ai vu la première fois la sortie d'usine lors de la conférence de presse en juin 1982 de Bertrand Tavernier, qui à Lyon annonçait la création de l'Institut Lumière pour l'année suivante. Moi, j'étais judoka, étudiant, je travaillais dans une radio associative, et à la fin, ils ont projeté la sortie d'usine. Et ça m'a saisi. Pourquoi? Je sais pas, parce que je vous conseille, parce que voir ça la première fois, c'est comme presque, quand on est cinéphile, c'est comme naître une deuxième fois. C'est-à-dire que ça m'a fait un choc, parce qu'il était tourné à 50 mètres de là. Et je ne crois pas, je le connaissais, donc ça m'a choqué beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai demandé tout de suite à Tavernier, que je ne connaissais pas, c'est là qu'on a fait connaissance ce jour-là, et s'ils n'avaient pas besoin de bénévoles. Il m'a dit, bah oui, il n'y a personne, donc de toute façon, on a besoin de tout le monde. Et je ne suis jamais reparti. Et j'ai toujours pensé que c'était tombé un peu sur moi d'être le cinéphile lyonnais qui allait devoir faire découvrir ces films-là. Et à partir de quel moment tu t'es dit, il faut leur permettre de revenir en salle et que les gens les voient en salle, sur grand écran? Quand j'ai vu Elia Kazan, Joseph Mankiewicz, Wim Wenders, c'est-à-dire les premiers invités. Ensuite, je suis devenu le directeur de l'Institut Lumière, et les premiers invités, j'ai vu à quel point ils étaient saisis, parce que la littérature, la peinture, la musique, on ne sait pas où ça a été inventé, on ne saura jamais. Le cinéma, n'en déplaise aux Américains et à quelques Parisiens, on sait. C'est rue du premier film. Oui, parce que il s'appelle Lumière, bon, c'est pas un pseudonyme. Non. Donc Thomas Edison ne pouvait pas lutter. C'est ce que dit Godard, si c'était appelé Abat-Jour, ça n'aurait pas été pas mal. Voilà. Et le quartier dans lequel il l'invente s'appelle Montplaisir. Oui, c'est quand même... Donc les frères... Alors il y a un jour un môme qui dit « Et en plus, il l'invente rue du premier film ». Alors on dit non, ça a été baptisé rue du... Mais il y a un gosse un jour qui a dit « Le premier film tourné à Lyon, c'est l'arrivée du train en gare nationale ». Donc là, on s'est dit qu'il y avait quand même un peu un travail... on croyait aux effets spéciaux. Pédagogique à faire, oui. Et je me suis dit... Et moi, j'ai trouvé toujours ça d'une beauté inouïe. Et moi-même, j'ai fait l'apprentissage auquel je vous invite, parce que là, on n'en a vu que 100. C'est-à-dire de découvrir qu'au début, moi, j'étais comme tout le monde. Je pensais que c'était un petit truc ethnologique, technique, matériel. C'était le premier film. Comme la première photo de Niepce, elle n'est pas géniale. Bon, elle est pas mal, mais elle n'est pas géniale. Et l'inventeur de la photographie n'est pas un grand photographe. Et l'inventeur de la musique, on ne sait pas qui c'est. Alors que Lumière, c'est pour ça que je dis qu'il est le dernier des inventeurs. Et il faut rendre hommage à tous ceux qui l'ont protégé, qui l'ont précédé. C'est-à-dire que lui, s'est jamais dit, un matin, il ne s'est pas levé en disant, je vais inventer un truc, et ça va s'appeler le cinéma. Ça faisait partie d'un long processus. Après, c'était un inventeur. Hein. À la fin de sa vie, il voulait inventer le sel en couleur. Parce qu'il dit le sel est blanc, le riz est blanc, et quand on sale son riz, on ne voit pas ce qu'on fait. Donc, il avait cette logique-là. Et donc, il y avait plein de clichés, et moi-même, j'étais victime de ça. Donc, je pensais que les films Lumière, c'était des trucs un peu techniques, La Rose Arrosée, et voilà. Comme tout le monde, je pensais que il avait déclaré que c'était une invention sans avenir, ce qui n'est pas vrai, c'est le père qui l'a dit, mais il l'a dit pour éloigner... Méliès, pour éloigner un jeune type qui s'intéressait à ça. Mais non, ça n'a aucun avenir. Or, quand vous produisez 1500 films, ça veut dire que vous vous en préoccupez un peu. Quoi. Autre cliché, parce qu'en plus, quand il arrête le cinéma, donc, en effet, il déclare, ça c'est vrai, on a laissé ça aux artistes. Donc, ce film est aussi destiné à dire qu'il était un artiste. Quand il s'est occupé du Jubilé Méliès en 1936, il a dit « Je salue en vous l'inventeur du spectacle cinématographique ». Sous-entendu,
je ne me considère pas comme tel. Or, on voit bien que oui. Et lui, quand il fait la première séance privée, enfin devant les scientifiques à Paris, le 22 mars 1895, en fait, il fait une communication scientifique et il y a deux sujets. Il y a le cinématographe, enfin ça vient juste de s'appeler le cinématographe, c'était les images animées, et état de nos travaux sur la photographie en couleur. Ouais. Et quand il arrête le cinéma, c'est parce qu'il veut inventer la photographie en couleur. Et il invente les autochromes, que vous connaissez, sur plaquant vert, qui diffractent la lumière, qui fait songer à la peinture impressionniste. Et donc il avait cette obsession-là, et il avait considéré, ce qui est d'ailleurs la stricte vérité, que ce qu'il avait à donner était donné. Et les films qu'il a donnés, les films qu'il a laissés. Après, c'est sûr que Méliès emmène le cinéma ailleurs. Pathé, Gaumont, parce qu'à ce moment-là, la France, avec les quatre, domine le monde. Mais là encore, le partage lumière documentaire, Méliès fiction, c'est pas le bon. En tout cas, tu montres que c'est pas le bon, là. Non, c'est pas le bon. Parce qu'on voit, tu soulignes les idées de mise en scène, la recherche du cadre. On voit qu'il y a quelque chose de... On se contente pas juste de fixer la réalité, quoi. Oui, et que Lumière n'était pas une sorte de Monsieur Jourdain du cinéma qui en faisait sans s'en rendre compte. En fait, Lumière, c'est l'enregistrement du monde. Lumière, c'est Rossellini, et Méliès, c'est Fellini. C'est-à-dire, Lumière, c'est le monde tel qu'il est, et qu'on restitue. Et c'est une tradition qui s'ouvre avec lui et qui va aller jusqu'à Bresson, Renoir, Kiarostami, Keshish, Cassavetes, Piala, bien sûr. Alors que Méliès, c'est Hollywood, c'est Fellini, c'est on prend le monde et on le réinvente. Et c'est pas une opposition, c'est une addition. Et ces deux choses-là, c'est pour ça que c'est drôle que ce film soit sorti en même temps que La La Land, qui lui fait référence à Donnel, à Jacques Demy, etc. Parce que c'est une autre vision du cinéma, et c'est deux cinémas qu'on aime. Oui, on peut aimer les deux quand même. On peut aimer les deux. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans la réalisation du film? C'est le choix de la centaine de films, ou ça allait de soi? Alors, c'est les films que je montrais beaucoup à Lyon, et à l'étranger, quand on le faisait à deux avec Tavernier, ou moi je le faisais en français, puis lui le faisait en anglais. On a fait les comment on appelle ça, les voyageurs, quoi. Les représentants de commerce des Frères Lumière. On l'a fait aux États-Unis beaucoup d'ailleurs, parce que ils aiment vraiment ça. John Lasseter est un grand fan, l'auteur de Toy Story, de ça. Et donc, les films qu'on a vus là, il y a des choses qu'on a découvertes, mais moi j'en connais très bien 700-800. Mais je les ai vus tous des dizaines et des dizaines de fois, parce qu'il y a des trucs que vous ne voyez pas tout de suite. Et je pensais qu'il fallait, pour un film qui sort en salle, après, encore une fois, il y aura des sites internet très scientifiques pour que chaque film soit donné aux historiens. Mais il fallait faire un truc en vue, et il fallait presque comme... Moi j'adore quand dans un musée on m'explique que Picasso, ben là, ce qu'il a fait c'est ça, ça veut dire ça, etc. Ou sur la musique classique. Et il me semblait qu'il fallait faire ça, parce que sinon, 1h30 comme ça... Vous sortez, vous dites c'est formidable, c'est intéressant, mais vous vous êtes un peu fait chier. Et non, mais c'est vrai, on s'emmerde un peu. Alors que là, c'était l'idée de montrer ça. Après, quand de guider le regard même. Oui. De dire vous allez quand ça sortira en DVD, ça peut se regarder en muet une fois qu'on sait. Non, mais ça serait dommage, franchement. Sans flagornerie, ça serait dommage. Non, mais. Il y a, dans le livre dont on va parler aussi, qui donc s'appelle Sélection officielle, tu dis que Michael Jackson est venu à l'Institut Lumière les voir, c'est ça? Oui, non, il n'est pas venu les voir. En fait, Michael Jackson avait un énorme problème, c'est que dès qu'un concert de lui, sur la fin, était annoncé, il n'y avait jamais de réservation. Parce que les gens n'y croyaient pas. Ils pensaient que c'était faux, quoi, qu'il ne viendrait pas, tout ça. Donc, il était obligé de venir faire des conférences de presse un mois avant pour lancer les réservations. Et cette conférence de presse, il est venu la faire à l'Institut Lumière parce qu'il avait un grand concert qu'il faisait au stade de Gerland, où joue l'Olympique Lyonnais, quoi que ce soit un sujet douloureux ce matin, hier soir. Et surtout contre Saint-Étienne. Et du coup, il est venu faire ça, et les gens qui organisaient la conférence de presse avaient mais rien prévu. Et donc, et lui était là, et il avait compris que j'avais un peu
le responsable des lieux, donc ils m'ont jeté les regards perdus. Donc j'avais pris en main et j'avais organisé une projection d'une 20aine de minutes de film lumière. Et donc il a quitté ses lunettes. Là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu sans lunettes. Il a quitté ses lunettes noires et il a adoré ça. Hein. Et là aussi, ça a fait partie c'était, je ne sais plus, en 96, 17. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que ça faisait un effet sur les gens, parce que c'est comme la grotte Chauvet, quoi, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire que la grotte Chauvet, qui avait d'ailleurs été découverte en 95, c'était l'année du centenaire du cinéma, c'est le moment le plus ancien où on se repéré par l'homme qui s'est représenté lui-même. Et ben dans 1000 ans, on verra ces films en disant c'est la première fois qu'il y a eu des images. Bon, la grotte Chauvet aura toujours 25 000 ans d'avance, mais c'est la même chose. Enfin, en tout cas, pour nous, gens de cinéma, évidemment, on ne lésine pas sur la comparaison, mais pour moi, c'est tout aussi important. Comment expliques-tu qu'ils ne soient pas ressortis en salle depuis 1905 ? Ils étaient conservés où, tous ? Je veux dire, c'était facile de les retrouver ou ils étaient tous au même endroit Louis Lumière avait gardé beaucoup de choses à l'usine Lumière. Et en 46, il est mort en 48, en 46, Georges Sadoul, l'historien, c'est pour ça que j'ai voulu mettre les lumiéristes de toujours. C'est tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont adoré les films Lumière. Et j'avais montré d'ailleurs à André de Toth, le cinéaste Borgne, le quatrième Borgne d'Hollywood, qui avait fait L'homme au masque de cire en relief, qu'il ne voyait pas, parce qu'il était borgne. Et il disait... Vous ne voyez pas le relief. Et il disait Beethoven était sourd. Donc, et je lui avais montré les films lumière en relief pour montrer que là aussi, il ne pouvait pas avoir l'effet. Mais, et Sadoul avait demandé à Louis Lumière de où étaient les films, et donc ils ont entamé un processus pour les déposer à la Cinémathèque française. Puis à Lyon, il y en avait aussi beaucoup. Donc, sur 1422 films, on en a 1417. Ah oui, donc quand on sait que le muet a disparu à 70%, le premier patrimoine de l'histoire du cinéma est intact. Et tu disais quoi? Ah oui, et pourquoi ils sont jamais sortis en salle? Parce que les films sortaient dans des... Chacun avait ses salles. Gaumont avait ses salles, Pathé avait ses salles, Méliès avait ses salles, et Lumière avait ses salles. Et donc chacun passait ses propres films. C'était ça le principe au départ. D'une certaine façon, c'est la même chose. Pathé sur les films Pathé dans les salles Pathé. Et pas exclusivement. Pas exclusivement. Et les séances duraient une demi-heure. Chaque film était projeté, puis rembobiné. Et il y en avait une dizaine à peu près qui étaient montrés à chaque séance. Et c'est là qu'Edison a dit le français est fou parce que d'abord il ne sait pas si tout le monde l'a payé. Puisque lui c'était pour voir l'image, c'était une image individuelle. Et pour voir l'image, il fallait payer. Donc très américain. Et Lumière a eu l'idée de dire non, il faut faire sortir l'image de la boîte pour partager collectivement les émotions. Et c'est ce qui a fait le succès. Edison, techniquement, il pouvait y arriver. Mais il n'a pas eu l'idée. Et Lumière a eu la bonne idée. Et l'idée qu'il a eue, c'est-à-dire ce qui a fait le succès du cinéma, c'est-à-dire tout le monde y est allé, et ben c'est ce qui fait qu'on y va toujours. C'est ce dont on a toujours envie. Même si aujourd'hui, et plus que jamais, on peut regarder des films d'une autre manière, dans des images sur une montre, sur un smartphone. Et du coup, il a exploité le cinéma pendant une dizaine d'années. Et puis ça a été arrêté. Alors, il y a eu des séances événementielles, il y a eu, nous on en fait à Lyon depuis longtemps, Langlois en a fait à Paris pendant quelques années, Renoir avait témoigné là-dessus, et puis c'est tout. Et donc là l'idée c'était de faire avec des films Lumière, un film Lumière. Et moi j'adorerais voir ça avec des films Méliès, c'est-à-dire qu'on nous emmène, qu'on nous prenne par la main pour ça, mais nous c'est un genre de labor of love. Il fallait qu'on fasse ça. Ad vitam, Alexandra et Nosberg est là, tout de suite ils ont dit non mais ça peut-être en salle. Et nous on voulait juste symboliquement que ça sorte en salle. On voulait pas être ridicule. Et on n'a pas été ridicule parce que, après, vous êtes là. On va prendre vos noms parce que on considère que, comme il n'y avait que 33 spectateurs à la première séance, oui, mais très vite, on a les noms. Il y en a eu des milliers oui, après, dans les semaines qui ont suivi. Non, mais 33, on les bat là ce soir. Oui, absolument. Non, mais dans 120 ans, on dira au Fauvet, le 12 février, à 19h50. L'aventure commence. Est-ce qu'elle va continuer?
Oui, en tout cas, la restauration va continuer, parce que ça, on est dans l'obligation, parce que là, vous avez vu les films, vous avez vu, parce que maintenant tout est en numérique, donc dans un DCP, on a mis à l'intérieur de ça le film dans l'entièreté de son image, d'où les bords ronds, qui était la marque de distinction. Parce qu'avant, on les voyait mal, on les voyait en 33, en 37, en 66, donc ils étaient toujours un peu coupés. Et là, on a voulu qu'ils soient là, à la bonne cadence, y compris les films qui vous sont apparus un peu rapides. C'est parce qu'ils avaient été tournés longtemps. C'est-à-dire qu'on a même respecté le rythme de ça. Et il y a de quoi faire 3 longs métrages. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses encore très très belles et des choses moins bien. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un chapitre qui sera film nul. Parce qu'ils ont inventé les films nuls. Et tous les opérateurs étaient quand même pas tous du même niveau. Et tous les films ne sont pas archi. Quand vous voyez pour la 17e fois le défilé de l'armée allemande, où c'est que des mecs à cheval. Là, moi, je me lasse pas des soldats espagnols qui dansent quand même. Oui, ça. Mais Almodovar m'a aidé, c'est pour ça que je dis c'est une rota. Almodovar, moi, je lui ai montré, je lui ai dit, disons, c'est quoi ce truc très étrange. Et il nous a aidé un peu à identifier. Et il y aura, de toute façon, au fond, c'est une manière de redonner ces films au monde. Il y a quelqu'un qui me dit que le bateau italien qui est mis en... Il me dit d'abord c'est pas en Italie, alors ça j'ai dit si, ça c'est en Italie. Après il m'a dit c'est un bateau allemand, je sais pas quoi, monomaniaque de la question. Et il m'a dit qu'il y a de l'écume, comme je le dis, comme on le voit, enfin bien sûr, bon, mais il me dit c'est parce que les bateaux quand ils étaient mis en mer, quand ils étaient mis à l'eau, ils reposaient d'abord sur une espèce de goudron graisseux. Et c'est la confrontation de la graisse et de l'eau qui créait cette... je ne sais pas si j'aurais eu le temps de le dire en 50 secondes, mais c'était ça l'explication. Et question un peu bête, c'est si tu devais choisir tes 3-4 préférés, c'est quoi? La sortie d'usine, parce que, en effet, je le dis, le premier personnage, c'est le peuple. C'est-à-dire que le film joue à plusieurs... le cinématographe, ça veut dire donc écrire le mouvement. Et donc la sortie d'usine, c'est un cortège. Donc il n'y a pas un photogramme qui est semblable à l'autre. Chaque image est différente de la précédente et de la suivante et tout ça. Et donc, et puis parce qu'il l'a tourné, et Lumière était comme ça, c'est les ouvrières et les ouvriers de l'usine. Ça a été conservé, c'est là, c'est vrai. Et c'est beau parce que le XXe siècle, qui va être le siècle de la foule, parce que dans le genre comparaison aussi, moi j'étais très ami avec Francis Lacassin, qui est le grand éditeur de Jack London. Et il disait que la ruée vers l'or était le deuxième plus grand mouvement migratoire de l'homme après les croisades. Ah oui. Et donc moi je dis, et le troisième c'est le cinéma. C'est le cinéma. C'est-à-dire qu'à un moment les gens se sont mis à aller au cinéma, partout dans le monde. Parce que Méliès commence juste après, et puis après tout le monde fabrique, parce qu'il ne protège pas vraiment l'invention. Donc tout le monde fabrique son cinématographe. Et encore une fois, il y a beaucoup d'inventeurs avant lui, il n'y en a pas un seul après. Parce que quand il le fait, c'est fait. Après, il y a des choses que je trouve très belles, là, les ouvriers qui font le trottoir, qui fabriquent le goudron. Le goudron, c'est magnifique, ça. Ça fait penser à la photographie des années 20. Et puis la petite fille à la fin qui court, au Vietnam. c'est une pure merveille. Et Yann Moix, l'autre jour, disait un truc auquel je n'avais pas pensé, sur l'idée, en cinéma en général, quand évidemment des visages ou des corps nus, ou des manières de s'habiller qui ne datent pas un film. D'où peut-être la puissance toujours du Jeanne d'Arc de Dreyer. C'est des gros plans, c'est bon. Du coup, les films ne sont pas datés. Et il dit, la petite fille, aujourd'hui, on irait tourner en Chine, et les gens seraient habillés d'une manière qui ne serait pas comme nous, donc qui ne daterait pas le film. Et du coup, le film est complètement éternel. Et quand j'avais montré ça à Scorsese, il y a des années de ça à New York, on s'était mis à parler d'une autre petite fille, qui est celle qui est filmée pareil, qui court pareil, mais qui fuit le napalm. Et on est en 65. Et qu'entre ces deux films-là, il y a le XXe siècle. Parce que Lumière, les films et les photos, comme une partie de la peinture française, ils ont capté un moment de l'humanité
qui pensaient que l'avenir allait être super. C'est-à-dire, on sort du 19e siècle, on invente des films sublimes là, sur la plage en Angleterre. Ouais. On invente, Alain Corbin, l'historien, a dit ça, il a appelé ça l'invention du rivage, où les gens se sont mis à aller au bord de la mer, qui tout à coup s'est mis à être utilisé pour les loisirs. Donc il y a quelque chose, et dans les autochromes lumière, on voit ça très bien, il y a des films familiaux, où il y a mais Lumière filme ses enfants, les siens et ceux des autres de la même manière. C'est pour ça que j'aime bien ce film au Vietnam, parce que la gosse, elle est filmée avec la même tendresse que ses propres enfants. Je me souviens d'un homme politique qui avait dit « Je préfère ma fille à ma cousine, ma voisine à ma cousine à ma voisine à une étrangère. » Et là, c'est le contraire. Et du coup, ça va s'arrêter parce que les Lumières vont perdre un enfant à la guerre. Et puis, évidemment, il y a la guerre de 14 et le XXe siècle qui s'annonçait bien et quand même un peu parti en catastrophe. Qui commence pas très bien. Celui-là est pas mal aussi, là, le 21e. On n'en est qu'au début, mais... Et donc, eux pensaient vraiment, il y a un moment de l'humanité, et du coup, le cinéma l'a capté. C'est-à-dire que les gens sont... bien sûr, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas, justement, Jaurès à l'époque, et il n'y avait pas des trucs dans les usines, mais il y a quelque chose où on va vers le bonheur, quoi, où en tout cas, on tente d'aller vers le bonheur, et il n'y a pas le truc qui est Auschwitz, enfin... Dans le livre qui est paru en même temps que la sortie du film, on assiste à la naissance du processus. Tu dis, oui. On travaille à la production d'un film, je voudrais qu'il revienne en scène, et tu cites le passage de Langlois que j'ai lu tout à l'heure en introduction. Quel plaisir tu as pris à écrire le livre? Le livre, c'était presque une commande, enfin pas une commande, mais c'était une conversation qu'on avait eue avec Olivier Noral, patron de Grasset. Et c'était l'idée d'écrire des choses sur le Festival de Cannes, sur lequel on écrit évidemment beaucoup, qui étaient dites différemment. En fait, j'aurais adoré lire ce livre si Gilles Jacob l'avait écrit il y a 30 ans, quand il commençait, ou si Robert Fabre-Lebret, qui est le vrai inventeur de Cannes, l'avait écrit dans les années 50. Et par exemple, Fabre-Lebret, il a expulsé Truffaut, qui était terrible, hein, Truffaut comme critique, il était très 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 violent, et en 58, il lui dit maintenant, hop, il lui a piqué son accréditation. Moi, si je faisais ça, aujourd'hui, bon. Et voilà. Et l'autre revient un an plus tard avec les 400 coups. Oui. Et ça, je l'ai dit un jour à un critique, j'ai dit, je vais vous prendre votre accréditation et vous revenez avec un film niveau les 400 coups l'année prochaine. Et donc, c'était des histoires marrantes et ils n'ont pas laissé de témoignage. Donc, moi, je m'étais dit, je vais parler un peu de ça pour montrer ce que c'est qu'une relation. Parce qu'il y a quelqu'un, il me dit, c'est quand même très très people comme livre. Alors je dis, bah oui, si j'étais paysan, je pense qu'on ne connaîtrait pas le père Joseph et le vieux Claude. On les connaît. Il se trouve que là, c'est des gens connus, mais c'est pas un livre people parce que c'est des gens au travail. Oui, et puis même, je trouve le fait que, par exemple, Nicole Kidman t'envoie un SMS ou Monica Bellucci sur un projet précis, tout ça, je trouve que ça dit aussi beaucoup de choses sur la relation que les artistes eux-mêmes ont avec Cannes et avec toi. C'est-à-dire, c'est pas juste je sélectionne les films, puis après le festival est fini. On voit bien à quel point le festival lui-même est... Mais je suis pas copain avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie, quoi. Il y a des gens avec qui vous avez des amis, et puis d'autres, pas forcément. Mais c'est sûr que, par exemple, Kidman, oui, je dis pas ce qu'elle me dit, mais Monica, c'est parce qu'elle a un projet sur la photographe italienne, mexicaine, Tina Modotti, qui est cette flamboyante artiste des années 20-30, communiste, etc. Bon, elle a un projet là-dessus. Et elle m'envoie un texto interminable, mais on est loin de l'image de la jolie femme, ex-mannequin de actrice. C'est ça qui est bien aussi. Voilà, c'est que les gens, s'il y a une chose qui, moi, dans la vie, m'exaspère le plus, c'est l'image des gens. C'est-à-dire c'est l'image qu'on se fait des gens et dans lesquels on les tient et pour toujours. C'est pour ça qu'à un moment, il y a une défense de Lelouch, et on ne me verra pas dire, parce que moi je ne suis pas critique, et je ne veux surtout pas dire le vrai, le faux, le truc, ça ne m'intéresse pas, mais Lelouch, il y a un moment, l'image de Lelouch, c'est se moquer un peu de lui, un homme et une femme, shabadabada. Bon, il a fait 50 films, tous ne sont pas réussis, parce que je connais aucun cinéaste à part Charles Laughton qui a réussi tout ce qu'il a fait. Oui. Et donc,
c'est marrant Et puis moi, le type de Cannes, souvent, même à Lyon, avant-hier, on avait Gérard Jugnot, qui est moyennement un artiste cannois, qui d'ailleurs me l'a assez dit en public. Mais en même temps, c'est un homme qui a sa place. Et comme cinéphile, j'aime pas du tout, moi, l'idée qu'il faille attendre 20 ans, 30 ans pour sacraliser les gens. Bien sûr. Parce que le temps est passé, alors qu'en direct, en live, si j'ose dire, en contemporain, eh ben, on est là, on obéit aux clichés qui peuvent être dits sur les gens. Et même un Gabin, aujourd'hui, Gabin, ça revient. Mais avant, il ne fallait pas du tout parler de Gabin, quoi. Mais on voit bien justement que tu essayes de ne pas avoir d'étiquette et que même si c'est en mode mineur, tu épingles un peu ce que tu appelles les modernes qui mettent les gens en catalogue et avec des étiquettes. Tu dis même à un moment donné qu'il vaut mieux qu'à un catéchisme ou à une sorte d'académisme officiel, il vaut mieux préférer un cinéma sentimental plutôt que quelque chose d'orthodoxe. Disons qu'il se passe un truc, mais ça c'est propre à la France, donc en effet j'ai quelques pics. Enfin, le Figaro a allumé le livre, ils disent que c'est un livre trop gentil, sauf avec le Figaro. C'est peut-être bien pour ça que... Bon. Mais non, c'est l'idée que... Encore une fois, on fonctionne comme ça. Et la presse moderne, c'est les amis. Donc je la châtie bien parce que je l'aime bien. Mais après, ça va, c'est 0,5% des 600 pages du livre. Non, mais bien sûr. C'est parce rien. que je disais que c'était en mode mineur. Hein, non, mais surtout, par ailleurs, je déteste, alors ça c'est vrai, je pense que François Truffaut, qui a détruit le cinéma français comme critique, qui a inventé les querelles, les partages, les trucs, et je ne juge pas, c'est une analyse d'historien. Je pense qu'il est mort jeune, hein, Truffaut, on ne se rend pas compte à quel point il est mort jeune, parce que quand il est mort, nous on était jeunes, on le prenait pour un vieux. Bon. Et je pense que s'il avait vécu, il aurait reconstruit. Mais il avait commencé. Et déjà, il avait déjà commencé. Et que, parce qu'on voit bien tous les papiers qu'il fait après, c'est des sortes de réhabilitation. Oui, parce qu'il défend Godard, il défend Sautet, il défend Berry. Bon. Et que je raconte comment Godard, qui s'est beaucoup affronté à lui, à la fin il ne s'entendait plus, et dès qu'il est mort, Godard ne l'a plus jamais appelé que François. François, oui. Et il y avait quelque chose c'est-à-dire, moi j'aime bien l'idée qu'on peut se disputer, mais pour un truc qu'on aime de la même manière. Et se disputer, je ne vois pas où est le problème, c'est même le contraire, c'est bien de se disputer. Or, en France, il y a une sorte en effet, de catéchisme, d'histoire sainte. Nous, par exemple, on vient de publier à l'Institut Lumière, chez Actes Sud, dans la collection qu'on a, un livre sur Jean Eustache. Et, je sais pas, c'est le 35e livre. Et on n'a jamais vraiment de papier dans la presse. Là, vous les avez. Et comme c'est Eustache, on les a eu en 48 heures et sans les demander. Parce que Eustache, et évidemment, Eustache, grand cinéaste, formidable, tout ça, mais il y a quelque chose d'un chacun... Et parce qu'on reste dans le truc germano-pratin. Sauf que le surréalisme, le communisme, il y a des choses quand même sur lesquelles on peut avoir du recul. Non, ce que Truffaut a dit il y a 60 ans, il y a encore des gens qui disent, comme à la Cinémathèque française, vous y allez, les mecs, ils disent, comme disait Henri, oui, c'est Henri Langlois, donc l'équipe l'appelle encore par son prénom, comme s'il était encore là, quoi. Et moi, dans la vie en général, je déteste pas les minoritaires, je déteste pas les majoritaires, je déteste les majoritaires qui se font passer pour des minoritaires. Et à un moment, je trouve que... Bon, je le dis... je peux avoir un problème parce que je développe ça un peu trop. Là. C'est parce que dans le livre, tu t'en es empêché. Mais je trouve que... non, mais je le dis moi-même, parce que nous, on se fait aussi allumer à Cannes sur l'idée qu'on montre des films chiants et élitistes. Films que j'appelle... toujours dans la presse des films à structure narrative lente. Donc les gens me regardent en disant il n'est pas en train de se foutre de moi. Mais en plus c'est vrai. C'est-à-dire que le modèle européen, hollywoodien du film 1h30 avec une histoire et un suspense, pourquoi est-ce que c'est devenu le modèle dominant? Pour les questions industrielles, parce que Hollywood avait besoin d'eux. Mais la peinture asiatique ou la musique asiatique, c'est pas les chansons de Bruce Springsteen. Et pourquoi ça devrait être tout pareil? Donc, il y a par ailleurs, parce que je dis ça, mais moi je défends Happy Chapon ou c'est cool. Je vous laisse 2 secondes pour vous souvenir de qui c'est. Et là, il fait un cinéma thaïlandais différent. Il fait il y a un cinéma lié à la nature, lié au silence, lié au temps, qui n'est pas le même cinéma que Jean-Marie Poiret.
Et chaque chose a le droit d'exister, sauf qu'il y a des gens qui aiment Jean-Marie Poiré, il y a des gens qui aiment ça, et je vois pas en quoi il est plus noble ou plus légitime d'aimer ceci ou cela. Et moi, je donne très rarement mon goût, même à Cannes. Les films qu'on sélectionne, évidemment, on les aime plutôt. Ouais. Mais il m'arrive de sélectionner des films qui ne sont pas mon truc, ou il m'arrive de ne pas sélectionner des films que j'aime et dont je pense qu'ils n'ont pas leur place à Cannes. Et si on me dit à Cannes, entre Apichatpong et un film avec Georges Clooney, eh bien, je prendrais Apichatpong parce qu'il a besoin de Cannes. Alors que les gros blockbusters américains n'ont pas besoin de Cannes. En fait, tu prendrais les deux. Et en fait, par ailleurs, moi je fais aucun effort, mais moi j'aime les deux. Ah non, mais nous on a été les premiers à Lyon, là je vous l'assure, c'est historique, on a été les premiers à réhabiliter Georges Lautner. C'était il y a 25 ans. Et je l'appelle et il me dit mais pourquoi vous m'appelez? Je dis parce qu'on voudrait faire un hommage et tout. Et pourquoi? Parce qu'il voulait être sûr. Et je dis parce que Les Tontons Flingueurs, c'est quand même un bon film, c'est bien filmé, bien écrit, bien joué, bien photographié. Enfin, et il dit parce que moi on m'invite jamais dans les endroits comme vous. Je dis venez et tout ça. Bon. Et on est devenus très copains. Après, je vais pas dire que tous les films de Georges Lautner sont bien, mais c'était pas le but du jeu. Lui, c'était le truc public. C'est comme John Lasseter, donc le patron de Pixar. Alors, il vient en France. Alors, Pixar, c'est toujours supposément mieux que DreamWorks. Plus intello, tout ça. Et lui, il n'est pas plus. Et il dit, chaque fois que je suis en France, on me pose des questions, je ne comprends pas la question. Et il dit, parce que moi, je suis né à Hollywood, moi, je veux juste distraire les gens. Alors, c'est un grand génie, ça c'est autre chose. Mais il veut juste distraire, parce que c'est sa culture. Et je raconte comment j'ai fait rencontrer Lanzmann et Spielberg. Et Spielberg m'a confié qu'il avait beaucoup appris des remarques que lui avait fait Lanzmann sur Schindler. Et moi, j'étais du côté de Lanzmann. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas faire du spectacle. Il faut faire attention à comment on représente ça. Et Spielberg me dit, mais moi, je suis d'Hollywood, moi, donc je veux juste... j'ai pas fait attention, il a raison, Lanzmann. J'aurais pas dû faire la scène de la douche, et j'aurais pas dû mettre la petite fille en rouge. Parce que c'était faire du spectacle avec quelque chose qui ne devait pas... Et c'est passionnant de les voir s'entendre. Et Lanzmann, à part ça, très, très admiratif de ce que lui ne sait pas faire, c'est-à-dire le cinéma Spielberg. Et donc voilà, non, mais après c'est parce que c'est mes amis, et c'est ceux qui, comme moi, voient tous les films, avec qui on peut parler. On fait signe qu'on a dépassé le temps. Oui. On pourrait continuer longtemps. Juste une question, tu veux pas nous donner un scoop avant de partir? T'as déjà... En plus du président du jury, c'est Almodovar, ça c'est très bien. Il n'y a pas un film qui est déjà choisi? Parce que j'ai regardé dans le livre, à la date du 12 février, il y en a déjà au moins un ou deux. C'est ça, il y en a déjà un ou deux. C'est un scoop. Bon, on pourra continuer la conversation avec Thierry. Et je vous recommande encore une fois son livre, qui est vraiment un livre de passion, pas que sur le cinéma, sur le Vercors, le vélo, Bruce Springsteen. Et l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, bien sûr. Léo Ferré, enfin, franchement, c'est un livre addictif. Dès qu'on l'a ouvert, on ne peut plus s'empêcher de le continuer. On peut continuer la conversation. Merci beaucoup Thierry.